je suis Chloé Toiti, fondatrice du cabinet Authentique Talent. Chez Authentique Talent, on accompagne des entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute culture, sur les sujets d'identification, d'évaluation et de développement des talents, et également sur tous les sujets de performance collective. On est également distributeur de Hogan Assessment en France. Dans les épisodes précédents, on a invité des interlocuteurs de référence de la sphère RH et Talent Management qui sont venus partager avec nous leur expertise. Mais pour ces épisodes hors série, on est parti à la rencontre de dirigeants pour les interroger sur leur vision des enjeux people de demain. Aujourd'hui, je reçois Cyril Pierre de Gaillère, CEO de Rocket School. Bonjour Cyril, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, avec grand plaisir. Cyril, du coup, je vais te présenter pour les quelques personnes qui te connaîtraient pas encore. T'hésites pas à me couper si besoin. Pour faire dans les grandes lignes, t'as été formé dans une école d'ingénieur. T'as eu d'abord une expérience assez marquée par les organismes de formation, puisque en sortant d'école, t'as d'abord créé une agence web, puis un organisme de formation, et ensuite t'as eu un parcours intéressant dans ce secteur-là, puisque t'as dirigé des offres de formation, et notamment t'as pris un rôle de direction au sein de l'Epitech pendant quelques années, tout en étant professeur affilié à HEC, ce que tu es encore, si je me trompe pas. C'est ça. Et puis, alors j'ai évidemment résumé tout ça, mais ça a duré quelques années. Et puis, au bout d'un moment, tu t'es dit que tu avais envie de créer une école de formation plus inclusive. Et c'est ce qui t'a amené à créer Rocket School en 2018, avec vraiment un principe assez différenciant, je trouve, qui est de recruter en utilisant des outils de personnalité pour recruter des gens par rapport à leurs soft skills et pas simplement par rapport à leur background, ce qu'ils ont déjà fait, etc. Et aujourd'hui, Rocket School, pour donner quelques chiffres pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est plus de 1000 personnes par an qui sont formées. 8 campus, c'est ça aujourd'hui ? 8 campus en France, ouais, tout à fait. Et en parallèle, tu as créé une autre école qui s'appelle Gustave. L'école Gustave, et on fait la même chose sur tous les métiers du bâtiment, donc électricité, plomberie, etc. Ok, bon, c'est super riche. Est-ce que au-delà de ça, qui est une présentation assez classique, tu as envie de nous partager quelque chose que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savent probablement pas de toi ? Alors, en fait, ce qui est assez rigolo et ce qui fait beaucoup sourire mes amis, c'est que moi, je détestais l'école. J'ai fait 5 collèges et lycées. Et donc, après, quand je dirigeais Epitech, donc une école avec plus de 5000 étudiants, mes amis souriaient en disant, Cyril, le mec qui détestait l'école, est devenu directeur d'une grande école. Et en vrai, pour la petite anecdote, quand j'étais petit, c'est pas que j'étais mauvais à l'école, c'est juste que je m'embêtais. Et je me souviens m'être dit, tu vas faire comme le virus, tu vas hacker le système de l'intérieur. Plus tard, quand tu seras plus grand, tu vas essayer de faire une école que toi, t'aurais aimé. Donc là, on fait une école, on en reparlera peut-être après, mais sur des principes très Montessori, on va apprendre en faisant des choses, avec une approche très opérationnelle, et effectivement, un truc très important, l'inclusion en utilisant les soft skills, la personnalité, pour sélectionner les gens. Donc chez Rocket School, on prend des gens sans condition de diplôme, c'est principalement de la reconversion, et juste en fonction de leur personnalité, et ça marche très bien, on a 96% de taux d'embauche, donc on arrive à positionner des gens sur des métiers du commerce, du marketing, du community management, et ça fonctionne très bien. Et alors justement, tu parles d'école inclusive, majoritairement, je sais pas si tu as des chiffres ou des exemples, mais ils viennent d'où les gens qui rejoignent Rocket School ? Alors c'est assez rigolo parce qu'ils viennent de partout. On travaille principalement avec Pôle emploi pour le sourcing, donc c'est des gens qui sont dans une situation de recherche et parfois de souffrance. Et comme on recrute sans condition de diplôme, je vais avoir Katia par exemple, qui était coiffeuse, qui était à la DAS, qui a pas eu le choix, qui a dû travailler vite, et qui aujourd'hui est commercial, qui a un bac+3, comme Vincent, qui était vulcanologue avec un bac+8 et qui trouvait pas de boulot parce qu'il y a pas assez de volcans, je peux toujours pas beaucoup l'aider, ça prendrait quelques années. Et du coup, tous ces gens, on les mélange, des bac-3, des bac+8, donc de tous les métiers, vraiment, mais on voit dans les cohortes, comme on utilise des tests de personnalité, on voit des traits de caractère, quoi. Les commerciaux, on les voit, hein, ils font du bruit, ils sont souriants, et de l'autre côté, on a les growth hackers, tout ce qui est marketing digital, très opérationnel. Et eux, on cherche des gens sur les traits de caractère, c'est beaucoup plus des gens un peu touche à tout, parfois plus des introvertis, qui vont beaucoup réfléchir. Et eux, ils sont moins dans l'exubérance, mais quand on leur donne quelque chose à réfléchir, en 10 minutes, ils ont trouvé, et on sent que ça turbine dans leur cerveau. Donc c'est de tout. C'est la richesse de cette école. Ouais, c'est hyper intéressant, évidemment, quand on parle de personnalité. Nous, c'est un sujet qui nous parle beaucoup. Tu as réussi à faire des études, des types de personnalités que tu retrouves le plus dans chacune des deux fonctions. Parce que on imagine bien sûr assez naturellement que sur certains profils de sales, tu vas trouver des gens très sociables ou extravertis. Tu as trouvé d'autres ressemblances comme ça une fois que tu as fait passer tes 3000 et quelques... En vrai, c'est assez large. Mais sur les commerciaux, globalement, nous, les 3 traits de caractère qu'on va chercher, c'est des gens qui aiment bien aller vers les autres. Alors, ça peut marcher quand on est un introverti, mais par défaut, quand on n'aime pas du tout parler aux gens et qu'on aime bien être dans son coin, c'est pas génial de se dire, tiens, je vais être commercial, au quotidien, je vais appeler des gens, parler avec des gens. Alors,
ça marche parfois. Et l'autre trait de caractère qu'on cherche, c'est des gens qui aiment bien le challenge, parce que commercial, souvent, il faut être compétiteur. On a une rémunération avec du variable, donc il faut bien aimer se dire, ok, je vais aller chercher plus. Et le dernier trait de caractère qu'on cherche, c'est des gens qui sont persévérants. Parce que commercial, en général, on va assez rapidement dire, bah non, arrêtez, on reçoit tous des mails, on n'en peut plus, ou des appels téléphoniques. Donc, les commerciaux, ils se prennent des murs assez régulièrement. Et ben, quand on lui dit non, ça m'intéresse pas, le profil qu'on va chercher nous, c'est quelqu'un qui va dire, ah bon, pourquoi? Plutôt que de lui dire non, tant pis, qui va dire, ah bon, pourquoi? Et c'est comme ça qu'on recrute nos commerciaux, et ça nous permet d'avoir tout type de profil. Ouais, et comme tu me le disais en préparation, au final, il y a quand même un succès qui est assez facile à mesurer, c'est le nombre de personnes qui trouvent un emploi à la sortie. Tout à fait. On est à 96%. En fait, c'est le recrutement sur la personnalité, sur les soft skills. En tout cas, de notre mise en pratique fonctionne vraiment très bien. Alors, c'est pas 100%, mais 96%, c'est déjà pas mal en réorientation. Ok, bah hyper intéressant. Et alors, je te fais venir ici aujourd'hui parce que t'es aux premières loges pour considérer les enjeux humains pour les entreprises avec deux angles de vue, la tienne, donc du point de vue de Rocket School, et puis aussi toutes les entreprises pour lesquelles vous travaillez, en fait, quelque part en formant leur talent de demain. Pour toi, quand je te pose cette question-là des enjeux humains du futur, c'est quoi les premières idées qui te viennent naturellement en tête? Alors, forcément, étant dans l'éducation, c'est un sujet qu'on voit beaucoup, un peu comme les RH qui sont en frontal. Moi, je vois deux gros changements. Un premier changement, on a un parent pauvre en France qui est l'orientation ou la réorientation. C'est vraiment fait, c'est pas fait n'importe comment, mais mon frère a reçu la médaille d'argent du CNRS il y a pas longtemps. En troisième, on lui a dit qu'il fallait qu'il fasse un BEP. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs chercheurs mondiaux. Mais à un moment, un conseiller d'orientation lui a dit à mes parents, non, votre enfant est plutôt fait pour partir dans des études qui sont pas celles finalement qui lui plaisaient. Alors, je jette pas du tout la pierre au conseiller d'orientation parce que vraiment, c'est un métier ultra difficile. Aujourd'hui, les métiers, ils évoluent ultra vite, c'est extrêmement compliqué. Je suis sûr que si je vais dans la rue et que je prends 10 personnes et que je leur dis, est-ce que vous savez c'est quoi un growth hacker, un CSM, un SDR, qui est un peu du jargon, mais globalement, en start-up, ça veut dire un commercial, quelqu'un qui fait du marketing ou du support client, personne va me répondre. Pourtant, commercial, là, j'ai regardé avant, sur les stats de Pôle emploi, il y a 56 000 offres de job. Il y a un boulevard. Mais les gens connaissent pas forcément les métiers. Et c'est là que je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Et la puissance des algorithmes fait qu'aujourd'hui, les solutions de soft skills, d'identification, de traits de caractère est beaucoup plus puissante qu'à une époque et que ça devient vraiment un outil exploitable. Autant il y a 10-15 ans, la puissance, parce que on peut pas remplacer un humain comme ça, et d'ailleurs ça ne remplace pas l'humain, j'y reviendrai aussi après. Mais voilà, l'orientation qui donne une vraie part aux soft skills sur certains métiers, non pas pour remplacer le recruteur, mais comme une aide au recruteur. Faut vraiment pas voir ça comme un remplacement. Donc premier sujet, l'orientation. Dans les enjeux, il y a aussi un gros changement qu'on voit, qui est d'abord arrivé par l'informatique, que j'ai vu quand je dirigeais Epitech, c'est le freelancing. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de freelance. Les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, ont moins envie de se mettre en salariat. Ils préfèrent se dire, moi je vais être freelance, je suis développeur Java, je suis développeur PHP, développeur AngularJS. Je me vends entre 400 et 800 euros jour. Je bosse d'où je veux dans le monde. Je bosse 10 jours par mois et ensuite je fais autre chose. 10 jours par mois à 600 euros, ils vont être à 6 000 euros. C'est 3 000 euros net. Ça va. La vie est belle, surtout si on est à Bali et que ça coûte 3 fois moins cher. Donc il y a un vrai mouvement qu'on a d'abord vu sur l'informatique et là que je vois sur les métiers aussi du marketing digital, que je vois sur les métiers du community management, sur les métiers de la vente, etc. Et donc j'ai l'impression que c'est un des gros sujets auxquels l'entreprise va être confrontée demain, quoi. J'ai pas de solution. Et je vois aussi pour nous, profs. Alors moi, je suis prof affilié à HEC où je suis salarié. Mais c'est une des rares écoles encore à salarier ses profs. Nous, chez Rocket School, on n'a aucun prof salarié. Pourquoi ? Parce que je préfère avoir quelqu'un qui, la moitié du temps, va bosser en entreprise. Et quand il forme mes étudiants, surtout chez Rocket School, où je veux qu'ils soient ultra opérationnels, je veux quelqu'un qui bosse au quotidien, pas quelqu'un qui a fait la fac, qui a fait une école et qui direct est devenu prof. Ça n'a aucun sens. Pas sur ces métiers en tout cas, et pas sur cette approche. Et pour autant, c'est intéressant parce que dans un précédent épisode, on avait un autre dirigeant qui nous disait effectivement, il va falloir pour les organisations s'ouvrir au fait que les talents qui travaillent pour vous ne sont pas que des salariés et demain, va y avoir une grosse partie qui seront des personnes en freelance.
Et pour autant, il va falloir adapter la façon de l'entreprise de travailler avec des freelances parce qu'il y a quand même des enjeux de fidélisation, d'engagement, de sélection, etc. Comment est-ce que tu le vois, toi, de ton côté? Effectivement, c'est pas du tout évident, mais le freelance, il peut partir du jour au lendemain, mais en même temps, le freelance, il est content d'avoir sa récurrence. C'est pas évident d'avoir un freelance qui va toucher 400 balles ou 500 balles par jour fois 20 jours versus un salarié qui finalement, le salarié, il va regarder, il fait le calcul bête et méchant, hein. Il dit le freelance, il gagne 500 euros par jour, il bosse 20 jours dans le mois, ça lui fait 10 000 euros. Le salarié, lui qui touche net 3 000 euros, il va se dire, ah, c'est injuste, moi je suis à 3 000, lui à 10 000. Mais le salarié, il va pas se dire, ok, sauf qu'il a pas assez congés payés dessus, il a pas les charges, il a pas le chômage s'il a un problème derrière. Et donc, il va falloir réussir à gérer les deux. C'est tout sauf évident. Et j'ai pas de solution aujourd'hui, en tout cas. Nous, comme on a que des freelances sur les profs, c'est pas un souci qu'on a, quoi. Ouais, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas abordé. On s'était plutôt posé la question de la fidélisation, notamment pour des freelances sur des fonctions peut-être très pénuriques et sur lesquelles ça va être difficile malgré tout de les attirer, en fait, comme pour les salariés. Mais la question, effectivement, de les faire, je sais pas si on peut dire cohabiter avec des salariés, avec des régimes différents, en fait, quelque part, c'est vraiment un point important. Et on parle des enjeux humains du futur. C'est vrai que quand je pose cette question-là à des dirigeants, la question que je me pose, c'est quel lien tu fais entre tous ces enjeux humains et les enjeux business? Clairement, on a vu ce premier enjeu business pour les entreprises, c'est comment on gère le freelancing et le salariat. C'est-à-dire comment on fait pour éviter que les uns et les autres soient jaloux. Moi, ceci dit, j'ai des freelances, enfin j'ai des boîtes, des externes qui bossent pour nous. Il y a pas longtemps, on a fait un séminaire, on en a invité quelques-uns qui étaient en externe et ils étaient frustrés de pas être présentés comme des internes, mais en même temps, ils ont choisi le modèle de freelance. Le métier de RH, de DRH et les métiers de CEO, je trouve que c'est des métiers ultra durs parce qu'on nous demande d'être parfait. Il faut être un leader charismatique, faut aider tout le monde, faut être un servant leader. Et en vrai, la réalité de l'entreprise, c'est pas manichéen, faut réussir à faire des choix. Et sur le freelancing, c'est difficile. L'autre sujet, je suis plus à l'aise pour parler, pas forcément donner des conseils, mais un retour d'expérience, c'est le recrutement. Aujourd'hui, le recrutement, il y a de moins en moins de chômage. Nous, on travaille avec Pôle emploi, Rocket School, on travaille avec Pôle emploi, on a notamment avec des gens géniaux. Mais là, le chômage, il est à 7%. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de chômage. Et des fois, je parle avec des directeurs de régions ou de centres de Pôle emploi, ils me disent, aujourd'hui, je n'ai plus de chômeurs. Je ne sais plus où les trouver, en tout cas. Et donc, s'il y a plus de chômeurs, les entreprises recrutent de plus en plus. Il y a une énorme tension sur le marché. Là, je pense que les gens qui nous écoutent doivent être confrontés à ça. Alors, pas forcément sur tous les métiers, mais globalement, aujourd'hui, il y a une grosse tension sur le marché. Et donc, ça génère une question de comment je fais pour recruter. Et si on continue à n'être que sur des approches classiques, on va être de plus en plus pris à la gorge. L'intérêt des soft skills et des outils qui permettent de le faire, mais pas que l'outil, l'approche, la méthode de se dire, plutôt que de prendre quelqu'un parce que avant il a fait HEC, qui est une excellente école, et que derrière il a fait le métier sur lequel je cherche, et donc du coup il est prêt, il est plug and play, je le pose, ça marche. Là, de toute façon, si vous posez l'offre et qu'il n'y en a pas, il va falloir chercher autre chose. Et ce qui est bien dans les métiers en tension. Plutôt que d'avoir cette approche, peut-être de se dire, je vais essayer autre chose. Je vais essayer sur certains métiers, parce que ça marche pas partout, de passer par les compétences dans mon recrutement. Et donc, d'utiliser les soft skills, la personnalité des candidats, sans forcément qu'ils aient les hard skills, sans forcément qu'ils sachent faire. Un commercial, finalement, nous, on les prend sur leur personnalité, on les forme pendant 3 mois avant qu'ils arrivent en entreprise, avec un peu comme la piscine de 42, c'est un bootcamp, c'est un peu bourrin, pendant 3 mois, ils dorment pas beaucoup, mais on leur apprend très opérationnel, des cols bleus du numérique, et on leur apprend à prendre des rendez-vous. Chez nous, le commercial, en 3 mois, il fait que ça. Et du coup, après, il arrive en entreprise et il sait faire. Et donc, on a cette possibilité pour les entreprises d'aller chercher des gens sur les soft skills et ensuite, soit en interne, soit avec des boîtes comme Rocket, soit en interne, de les faire monter en compétences. De toute façon, si on trouve pas, il faut passer par d'autres modèles. Et le modèle des soft skills est un modèle qui est, de ce qu'on en voit aujourd'hui, quand même très très efficace. Ouais, et c'est intéressant parce qu'effectivement on peut se lamenter et notamment dans certaines organisations où attirer des talents devient de plus en plus difficile. Ou alors il faut accepter de switcher, mais c'est vraiment un changement culturel que de se dire je vais pas recruter des gens qui ressemblent aux candidats que j'ai toujours recrutés, qui sortent de telle et telle école, qui ont le même parcours que nos dirigeants, etc. C'est vraiment un shift et en même temps tu peux faire la preuve par l'exemple, j'imagine, derrière, quand tu fais rentrer des personnes qui sont tout de suite opérationnelles et prêtes. Alors effectivement, je pense qu'il faut choisir ses combats. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, si tu cherches un développeur senior full stack sur une thématique, tu vas pas en 3 mois faire monter quelqu'un en compétences. Par contre, il y a des métiers sur du marketing digital opérationnel
relativement basique, tu peux prendre des gens qui n'ont pas encore les compétences, mais qui sont des gens sur du marketing digital. Ça va être des gens qui sont un peu touche à tout, qui intellectuellement ont une approche logique, et ces gens-là, du coup, les positionner et les faire monter en compétences. Et est-ce que tu vois des obstacles justement par rapport à la façon dont ces profils en réorientation sont accueillis dans des entreprises? Alors j'imagine qu'il y en a qui sont ravis de trouver des talents sur des métiers pénuriques et qui se posent probablement même pas la question. Est-ce que tu vois des obstacles dans certaines organisations pour les faire rentrer? En fait, le problème des soft skills pour une boîte qui va recruter des gens sur leur personnalité, c'est que dès que tu es une grosse boîte, tu es obligé de structurer tes process de recrutement. Ce qui est normal, tu peux pas tout faire à l'arrache. Et donc, du coup, t'as processé, structuré par rapport à une approche classique. Et donc, du coup, les soft skills, les intégrer là-dedans, c'est ultra compliqué. Et donc, c'est souvent là-dessus que ça bloque. Et nous, typiquement, alors, on a beaucoup de demandes entrantes, mais il peut nous arriver de faire de la recherche sortante. Et notre ICP, donc notre client cible idéal, c'est des boîtes entre 1 salarié, parce qu'en dessous de 1 salarié, tu peux pas faire d'alternance, et 500 salariés. Pourquoi? Parce que des boîtes de plus de 500 salariés, globalement, elles ont des process de recrutement qui sont beaucoup trop longs pour que ça fonctionne. Petite anecdote, il y a un mec extraordinaire en France qui a monté OVH Cloud, qui est Octave Clava. Et Octave Clava, qui est à Roubaix, OVH est à Roubaix, avec sa femme, ils ont voulu nous aider, parce qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Vous l'aurez compris, Rocket School, on a une vocation à impact, etc. L'objectif, c'est pas de faire une énième école de commerce. Et Octave, il a trouvé ça très sympa. Il a dit, OK, génial. Déjà, on va vous financer des gens pour que des gens puissent suivre votre formation sans forcément avoir un financement Pôle emploi. Très cool de sa part. Et après, il a même dit, on va même recruter chez vous. Et Sylvain Roury, donc le Head of Sales d'OVH Cloud, qui est pareil, super sympa et qui a fait de l'alternance, qui adore notre modèle, a dit, on va recruter chez Rocket. On a mis 1 an et demi à réussir à bosser avec Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1 an et demi? En fait, tout bêtement, ils ont des process qui sont longs, enfin qui sont normaux pour une boîte de leur taille. Et je me souviens, la première fois, ils nous ont dit envoyez-nous des profils. Alors forcément, on a ultra sélectionné, on a envoyé des top profils, on en a envoyé 5. Ils les ont vus et 3 semaines après, ils nous ont dit merci beaucoup, ils étaient vraiment bien, on voudrait bien les revoir une deuxième fois. Sauf que nous, on match les profils en 10 jours généralement. Donc ces 5 profils avaient déjà tous, mais pas depuis 5 jours, ça faisait 3 semaines. Tous depuis 2 semaines, ils avaient une boîte qui leur avait signé une promesse d'embauche. Et du coup, on leur a dit, ben non, mais on peut pas. Et donc, on a réessayé plusieurs fois. Et à un moment, ce qui a fait que ça marche, c'est qu'en fait, ils ont débrayé. Parce qu'au bout d'un moment, Sylvain Roury, il a dit, bon, je sais pas qui l'a dit, mais ils ont dit, bon, on va quand même réussir à bosser avec Rocket School. Et là, ils ont débrayé, ils ont pris des gens. Et d'ailleurs, ils sont contents puisque la plupart sont en CDI aujourd'hui. Et là, ils ont réussi à débrayer, passer sur un modèle beaucoup plus rapide. Mais le modèle classique d'une grosse entreprise n'est malheureusement pas adapté à ce système de recrutement basé sur la personnalité qui, pourtant, avec mon expérience, je trouve que c'est un très bon modèle. Pas forcément sur tout, ça marche pas à tous les coups, mais c'est un vrai plus. Surtout en période pénurique, quoi. Donc finalement, l'un des obstacles, c'est vraiment à quel point les process d'entreprise d'une certaine taille, d'un certain niveau de maturité, leur permettent vraiment d'attirer les talents qu'ils ont besoin d'attirer avec tous les enjeux de réactivité aujourd'hui. Au-delà des problématiques de process de recrutement qui peuvent freiner certaines entreprises à recruter chez vous, est-ce que tu perçois d'autres obstacles dans leur capacité à intégrer des profils et notamment par rapport au fait que ce sont des gens en reconversion? Alors la reconversion, c'est un peu spécifique parce que c'est vrai, nous on est du coup sur un modèle de réorientation, donc avec un bootcamp, une formation intensive et ensuite une alternance. Et d'habitude sur ce modèle-là, les alternances, c'est des jeunes qui ont 20-25 ans, donc qui n'ont pas forcément d'expérience pro. Alors ce qui est intéressant avec la reconversion, c'est qu'on va avoir des gens qui potentiellement ont déjà une histoire de vie. Et l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un, par exemple, je cherche un sales. Si j'ai un sales qui avant est dans l'univers pharmaceutique et que moi, je suis dans l'univers pharmaceutique, ça peut être un réel plus. Donc ça, c'est super intéressant. Après, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a des gens qui sont déjà un peu plus sûrs d'eux. Donc on a des gens qui se sont déjà un petit peu construits. Parfois, il faut déconstruire certaines choses, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut aussi avoir en tête que ce qu'on peut demander à un alternant de 22 ans, 23 ans, qui n'a pas beaucoup d'expérience, parfois des tâches un peu plus ingrates, ça va être plus compliqué pour quelqu'un qui se réoriente, qui a pris un choix de vie important personnel, parce que il va gagner moins, de lui dire ok, tu vas aller faire des photocopies. Alors bien entendu, j'exagère, mais du coup ça veut dire que dans l'approche qu'on a sur des recrutements d'alternants un peu plus âgés, du coup faut prendre ça en compte avec des missions qui sont parfois un peu plus importantes, travailler la déconstruction pour reconstruire,
Et derrière, il y a aussi des logiques salariales. C'est-à-dire que un jeune à 23 ans qui avait pas d'expérience, il va commencer à un salaire sans expérience. Par contre, quelqu'un qui a déjà 35 ans, qui a 10, 15 ans d'expérience et qui peut potentiellement apporter un vrai plus dans la boîte, il faut pas lui faire suivre le même cycle financier parce que sinon il va pas s'y retrouver, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est une des difficultés pour les gens quand ils se reconvertissent. Parce que quand on se reconvertit, typiquement, supposons j'étais responsable d'un magasin où je gagnais bien ma vie, je gagnais 50 000 euros, ou voire beaucoup plus. D'ailleurs, on l'a pas cité, mais j'ai dirigé un executive MBA, l'executive MBA d'Epitech. Et j'avais plein de profils qui gagnaient entre 80 et 300 000 euros et qui étaient malheureux dans leur vie. Il y a tout un syndrome de cage dorée. Il y a la vie pro est tout sauf évidente. Et quand on gagne 100 000 euros et que sa conjointe ou son conjoint gagne moins, on peut pas changer. Donc on est dans une cage dorée. Et du coup, le sacrifice de se dire je suis à ce salaire-là et je vais partir aller ailleurs sur un métier qui n'a rien à voir. Si j'étais CTO à 80 000 euros, je vais pas commencer à 80 000 euros, c'est sûr. Il va falloir que j'accepte de commencer à 20, 25, 30, 35 ou plus, mais pas beaucoup plus. Et donc on va avoir cette notion de voilà, faut être capable de faire 2-3 pas en arrière pour repartir. Et en même temps, j'aurais tendance à dire on n'a qu'une vie. Donc si on peut le faire, c'est bien de le faire. Et souvent, mes étudiants d'HEC qui sont parmi ces publics qui sont censés assez facilement gagner pas mal d'argent, mon conseil de début de carrière, c'est je leur dis essayez d'être frugal. Soyez frugal dans votre approche parce que le jour où vous avez vos gamins qui sont dans le privé, vous avez un emprunt sur votre baraque principale, 2 baraques de vacances, 1 ou 2 voitures, bon là j'exagère un peu, bah finalement vous êtes un peu loqué. Et c'est triste, j'ai vu beaucoup de gens malheureux dans ces postures-là. Ça me faisait tellement de peine de voir ces gens-là. Je me souviens, j'en avais vu un. On parlait la journée, c'était un CTO d'une petite boîte sympa et qui gagnait très bien sa vie, mais qui se faisait horriblement. Il n'en pouvait plus. Je vais pas dire de gros mots. Et je me rappelle, on avait eu un programme entrepreneurial. Il avait adoré. Il s'est dit, je vais créer ma boîte et tout. Et le samedi, les cours avaient lieu le samedi à l'exécutif MBA Epitech. Le samedi soir, après, à l'apéro, après, il me dit, j'ai trop envie, je vais y aller. Le samedi d'après, je le revois. Il me dit, non, mais en fait, je peux pas. Et ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'il était rentré chez lui, qu'il avait parlé à sa compagne, qu'il avait réfléchi, et sa compagne qui gagnait 3 fois moins que lui, lui avait dit non mais attends, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, il y a les enfants, il y a le truc. Et il est revenu et j'ai senti cette tristesse de se dire en fait, je peux pas faire un job qui me plaît. Alors en vrai, du coup, ce qu'on a fait, comme ils étaient nombreux, on a pas mal brainstormé là-dessus. Et ce que je lui ai conseillé, ce qu'il a fait, il est passé au 4/5e. Et je lui ai dit écoute, ta boîte, de toute façon, elle va pas se lancer du jour au lendemain. Demande à passer au 4/5e. Comme ça, tu auras 1 jour par semaine pour bosser sur ton projet. Tu auras les 2 jours de week-end et tu auras tes soirées. Donc globalement, tu vas faire un 4-5 jours par semaine sur un sujet qui t'éclate et tu vas pouvoir essayer de lancer sa boîte. Dans la pratique, c'est ce qu'il a fait. Et ce qui était vachement intéressant au final, même pour son employeur, c'est que en essayant de lancer sa boîte, il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas tant que ça, parce qu'il y a le fantasme de l'entrepreneuriat. Oui. Moi, en tant qu'entrepreneur, des fois, je rencontre des DRH, ils me disent c'est génial. Ouais. Non, c'est pas que génial. Il y a un fantasme. Est-ce qu'on leur dit? Et du coup, il a vu en fait, en faisant ça, il a vu que ça lui plaisait pas tant que ça, et ça lui a permis aussi de relativiser son autre job en se disant finalement mon job était pas si mal. Et là, je trouve que son patron avait été assez malin d'accepter le 4/5e en se disant ok, je vois bien que tu as beaucoup de souffrance sur le sujet, j'accepte le 4/5e. Et il a essayé, il a pas réussi parce qu'on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est 1 fois sur 10 que ça marche, voire pire. Et quand on est habitué à gagner 100 000 euros, il y a quand même assez peu de chances qu'en 2, 3, 4, 5 ans, on puisse se les payer. Et donc, l'idée de se dire, je passe au 4/5e, je teste un peu en side project et je goûte au truc. Et je trouvais que c'était une bonne approche pour essayer à moindre frais. Ouais, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Tu parlais tout à l'heure des difficultés d'orientation quand on est jeune, quand on est à l'école, dans un modèle sur lequel les gens qui sont censés nous orienter connaissent pas forcément toujours les métiers ni d'aujourd'hui ni de demain. Mais on parle le sujet de la réorientation. Nous, on intervient pour du coaching dans des entreprises où on se retrouve avec des personnes après 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière sans s'être posé de questions sur est-ce que ça me convient, est-ce que je m'épanouis vraiment, est-ce que c'est vraiment le type de job que je voulais. Et puis avec l'histoire de la cage dorée dont tu parlais très bien. Et où, quand tout d'un coup, au bout de 20 ans de carrière, on leur dit, cher monsieur, il pourrait être intéressant de trouver un projet de mobilité parce qu'on aime bien que les gens bougent, etc. Oui, mais quoi, comment, par où démarrer, et puis comment voir les choses avec peut-être des logiques de salaire un peu différentes, etc. Et c'est extrêmement dur. Donc je pense qu'il y a probablement une responsabilité dans le milieu scolaire traditionnel de nous éclairer plutôt mieux, et notamment avec nos soft skills, mais aussi des entreprises de laisser la porte ouverte ou des moments de réflexion aux salariés. Ou comme tu dis, du 4/5e, des moments de tester, parce que parfois les gens vont se découvrir que leur rêve est pas
et pas toujours réaliste ou adéquate, ou finalement vraiment que ça va pas forcément les éclater, mais ils vont lâcher le projet peut-être avec moins de regrets que s'ils l'avaient pas fait. Je me rappelle quand j'étais jeune de la télé, d'un reportage où en fait le job rêvé de tout le monde, et à l'époque il y avait beaucoup de chômage, c'était de bosser en CDI chez BNP. Le job où tu vas toute ta vie, ou alors d'être fonctionnaire et d'avoir un truc toute ta vie. Et en vrai aujourd'hui c'est beaucoup moins ça. Les métiers changent très très vite. Là, on a refait un programme de community manager sur Rocket School. J'ai regardé un peu ce que faisaient certains concurrents. Pourtant, des trucs qu'ils ont créés il y a 3 ans, ça a complètement changé. Et du coup, les métiers changent tout le temps, en tout cas dans le numérique. Et en vrai, c'est une chance énorme parce que du coup, on peut se remettre en question, on peut évoluer intellectuellement, se challenger. C'est pas le cas pour toutes les boîtes. Il y a des boîtes où parfois dans des boîtes, on a besoin de gens qui vont refaire un peu tout le temps la même chose. C'est pas forcément évident. Pour le coup, c'est vachement intéressant pour les DRH, pour les CEO, pour toutes ces fonctions liées au recrutement. C'est qu'on a un vrai changement aujourd'hui. Et pour le coup, ce qui est cool, c'est que du coup, les RH et DRH ont aussi cette réflexion à avoir pour imaginer un monde un peu meilleur, quoi. Un vrai enjeu ici. Alors justement, on en est au stade des conseils. Ma première question, c'est quel conseil tu pourrais donner? Si tu peux en donner 3, ça conviendrait assez bien. Quel conseil tu pourrais donner à un CEO qui serait pas encore énormément posé sur tous ces sujets d'enjeux humains du futur, pour bien les aborder? Alors, le CEO, je pense que tous les CEO aujourd'hui ont une problématique de recrutement. Donc, je lui dirais d'essayer des chemins de traverse, d'essayer juste de tester sur du recrutement basé sur la personnalité. C'est pas la panacée non plus. Il y a des biais, mais c'est intéressant. Donc, je lui conseillerais de tester. On a aussi beaucoup de sujets sur le numérique. Il y a de plus en plus de métiers qui seront changés par le numérique. Aujourd'hui, chez Rocket School, on enseigne le commerce. Le commerce n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous, les commerciaux qu'on forme, c'est des geeks. On les forme à l'utilisation d'outils numériques, d'automatisation des choses. Et tous les pans de métier ont déjà été ou sont en cours de disruption par le numérique. Enfin, peut-être pas disruption, mais d'évolution. C'est une évolution de mash-up. On ramène des nouveaux outils, des automatisations. Et le dernier truc qui va arriver, j'aurais dû en parler dès le début, c'est finalement l'intelligence artificielle qui, je pense, aujourd'hui, tout le monde en entend parler, c'est un peu la tarte à la crème, mais mine de rien, je pense qu'on est au début d'une ère comme en l'an 2000, 2001 avec Internet. L'IA va énormément changer les choses. Donc, pour un CEO, j'aurais tendance à lui dire, regarde un peu, joue un peu avec ces outils. Parce que moi, aujourd'hui, je suis tous les jours, j'ai 2 assistants gratos à pas cher, qui me donnent plein de conseils. Alors, c'est des assistants, c'est pas encore au niveau de quelqu'un d'expert, mais ça donne des conseils, ça permet de retravailler, ça permet d'optimiser. Donc, on est à l'aube sur le recrutement. Il y a plein de trucs à faire, et globalement sur la stratégie, on est à l'aube de plein de nouveautés, plein d'opportunités. Moi, j'aurais pas Rocket School aujourd'hui. Je courrais pour voir toutes les boîtes que je peux recréer ou les évolutions que je peux générer grâce à de l'IA. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'étant ingénieur, encore il y a 2 ans, je me disais, l'IA, ça va jamais marcher, les algorithmes, ça peut pas être aussi puissant. Aujourd'hui, on va pas se mentir. J'ai retourné mon chapeau, je me suis dit, OK, ce qui se passe est juste délirant. Et ça va aller de plus en plus. Donc les CEO, j'aurais tendance à leur dire recrutement, passer sur des chemins de traverse, tester des nouveaux trucs, parce que globalement, de toute façon, il y a de moins en moins de chômage, et là, les tendances sont pas pour beaucoup s'améliorer. Enfin, il va peut-être y avoir un tout petit peu plus de chômage, mais ensuite, ils ont prévu que ça rebaisse. Et le gouvernement fait quand même des bonnes actions là-dessus. Donc on va rester en mode tension, donc pour plusieurs années. Donc faut s'y préparer. Donc faut faire du growth hacking. Faut faire un peu en mode pirate sur d'autres approches. Et d'un point de vue stratégique, de regarder tout ce qui est IA, de tester un peu par soi-même. Alors pas forcément trop, mais de se poser des questions sur ce qui va changer. Et si tu devais donner des conseils à un DRH, c'est vrai que nous aujourd'hui, on a aussi des DRH qui sont convaincus de tout un tas de sujets. Bon, notamment, on peut parler de diversité, inclusion, mais voilà, plein d'autres sujets que tu as abordés, et qui nous disent qu'ils peinent à convaincre leurs dirigeants. Quels arguments tu leur recommanderais d'utiliser? Déjà, DRH, c'est une position qui est vraiment ultra importante en entreprise, et ils ont un vrai rôle à jouer sur le bien-être des collaborateurs. Et le bien-être des collaborateurs, il passe sur mettre la bonne personne au bon endroit. Donc pour ça, c'est recruter des bonnes personnes et faire en sorte, si possible, qu'ils soient le plus heureux possible dans la boîte. Et mine de rien, l'utilisation, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais de la personnalité, c'est quand même, c'est tarte à la crème, mais si on n'a pas la personnalité pour être dans le job, finalement, tous les jours, on va être un peu malheureux. Et si on est malheureux au boulot, finalement, on risque d'être un peu malheureux chez soi, et une vie qui est un peu moins heureuse qu'elle pourrait l'être. Donc, ils ont un vrai rôle à jouer, au-delà du fait du recrutement, de bien positionner les gens aux bons endroits. Donc, là-dessus, en tant que CEO, moi, je compte sur mes RH pour qu'ils fassent ça. Ensuite, c'est pas manichéen, on va pas se mentir. Comment faire?
Alors c'est sûr que si on va voir son CEO plein de bonnes intentions, CEO c'est normal, c'est OK, rentabilité, faut que ça fonctionne. Et puis ça fonctionnait avant, j'ai plein d'autres sujets à gérer, ça va. Pourquoi pas essayer sur des métiers qui sont en grosse tension? Alors c'est clair que si vous appelez le Figaro et que vous cherchez un journaliste, bon, vous pouvez le faire par les soft skills, mais ça va être compliqué parce que vous postez une offre, il y a 4000 candidats. Par contre, quand vous postez une offre sur un métier de commercial, vous n'allez pas avoir beaucoup de candidats. Vous n'allez pas avoir beaucoup de candidats parce qu'il y en a pas sur le marché. Et donc, sur ces métiers en tension, d'identifier des métiers où vous avez vraiment du mal à recruter et pour lesquels la personnalité serait un facteur vraiment important. Des développeurs DevOps, un développeur informatique expert, personnalité est importante, mais vous n'allez pas leur apprendre en 3 mois à manier le code, etc. Donc là, vous pouvez oublier, ou en tout cas, le faire différemment. Mais des métiers, il y a des métiers sur lesquels ça fonctionne. Donc j'aurais tendance à leur dire, essayez d'identifier chez vous les métiers sur lesquels vous recrutez, ceux pour lesquels la personnalité est quasiment aussi, les soft skills sont quasiment aussi importants, voire plus importants que les hard skills, et tester. Et pourquoi pas tester en alternance? Le fait de tester sur, j'ai l'impression qu'on est un peu les seuls pour l'instant Rocket à faire ça, mais et l'école Gustave sur les métiers du bâtiment, mais de tester avec un alternant sur ce type de métier, on commence pas, et puis si ça marche bien, de dire bah tiens regarde ça marche. Alors attention, ça ne marche pas à tous les coups. C'est le principe. Non, mais la preuve par l'exemple, je pense que c'est toujours un bon sujet. Et puis finalement, des jobs en tension sur lesquels les soft skills ont une vraie importante par rapport à la capacité à réussir dans le poste, il y en a en fait pas mal. Donc c'est vrai que c'est un bon endroit pour démarrer pour un RH, pour convaincre d'ouvrir un petit peu les chakras. Mais c'est pas facile hein, l'inclusion. On a fait une expérience avec les Déterminés, qui est une association de quartier. On est allé chercher des jeunes qui tenaient des murs dans des quartiers et on les a remis en emploi. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que moi je pensais que ces jeunes auraient eu du mal à trouver des boîtes. Je me suis dit on va avoir du mal à trouver des boîtes qui tendent la main. En fait, j'en ai eu plein. C'était génial, j'étais super content. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de leur côté un problème. Ces jeunes, pour eux, c'est des métiers de français ou c'est des métiers de bourgeois. C'est pas fait pour eux. Et donc il y a un vrai travail. L'inclusion, c'est pas juste je recrute quelqu'un qui vient d'un quartier, c'est ensuite je l'accompagne. C'est ça qui est pas évident aussi à voir. C'est en vrai, c'est cool. On a envie d'aider, mais il faut aussi avoir en tête que cette aide va aussi être du travail complémentaire. Ça marche pas à tous les coups. C'est pas le bon gentil qui marche bien directement parce qu'il vient des quartiers. Non, lui, il a parfois pas confiance en lui. Il se dit que c'est pas un métier pour lui. Il a pas les mêmes codes de l'entreprise. Donc du coup, faut aussi l'accompagner. Donc c'est pas évident, mais en même temps, je pense qu'on est surtout les DRH, on a une responsabilité dans le monde qui va y avoir demain. Et ça va pas se faire tout seul, quoi. Des fois, il faut, ok, ça va être un peu plus dur, faut en avoir conscience. Faut pas se dire parce que je recrute quelqu'un dans la diversité qui va être meilleur que les autres, il va peut-être être moins bon, ça va peut-être être plus dur. Mais à un moment, on a cette responsabilité pour le monde de demain, quand on peut, de le faire. Alors, si bien sûr on est en tension, il y a rien qui va dans la boîte, c'est compliqué. Mais si on est dans une boîte qui tourne bien, bah, essayons de faire notre petit plus, quoi, pour faire un peu avancer la société. Ouais, c'est toute la nuance justement entre le sujet de la diversité, donc d'attirer des gens différents, et l'inclusion, et de réussir justement à les faire travailler ensemble dans l'entreprise. Comment est-ce que toi, peut-être, au sein de l'une de ces deux écoles, tu les aides à peut-être s'approprier des codes pour ceux qui sont peut-être très loin des organisations qui vont rejoindre demain? Alors, sur ce qu'on a fait avec les Déterminés, c'était un peu spécifique. Il y a eu 3 mois par rapport, on leur a pris les codes de l'entreprise. Tu mets pas ta casquette, tu vois. Ça, j'ai une casquette sur la vidéo. Bref. Ou des trucs un peu bêtes, mais sur notre modèle classique de bootcamp, on a des trucs de base, c'est l'heure. On leur dit, vous arrivez à 9h15, à 9h30, le cours commence, à 9h30, on ferme la porte. Les gens, ils arrivent à 9h31, ils disent, il est 1 minute. C'est 1 minute, 10 minutes, c'est pareil, ou 40 minutes, et ils attendent la pause. Alors au début, ils râlent, nanana. Sauf que après, ils ont compris, nous, on n'est pas l'UNESCO, on n'est pas l'ONU, quand on dit un truc, on le fait. Et ça, c'est vachement important, je pense. Donc on leur donne ce code-là. Ensuite, il y a le vouvoiement aussi. Le vouvoiement, c'est un peu compliqué parce que tous les gens qui, comme moi, ont plus de 40 ans, on nous a enseigné à vouvoyer les gens. Là, aujourd'hui, les jeunes à 20 ans, on leur dit il faut tutoyer tout le monde. Et du coup, je me retrouve avec des gens pour qui c'est pas naturel de vouvoyer. Du coup, à Rocket School, on leur demande de vouvoyer les profs et de vouvoyer le corps enseignant et la pédagogie. Alors, je sais pas, j'ai des profs, ils sont pas du tout à l'aise avec ça. Je l'impose, ça marche pas complètement. Hein. Des fois, je vais voir le prof, je dis, tu as tutoyé là? Ah oui, il va tutoyer. Ouais. Tu te rappelles qu'il doit te vouvoyer? Hein. Ouais. Et en vrai, c'est vachement important parce que il vaut mieux. On a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et si j'arrive qu'on se connaît pas et que je te tutoie, enfin moi on me tutoie, je me dis, on se connaît pas, tu vois. Alors peut-être en milieu start-up éventuellement, mais je préfère avoir quelqu'un qui arrive et qui vouvoie
avoir formé un étudiant qui arrive et qui vous voit son interlocuteur et l'interlocuteur lui dit non mais attends c'est bon on peut se tutoyer, que l'inverse, de faire cette petite bourde et que le gars en face se dit ok encore un mec de banlieue ou encore un mec qui a pas d'éducation. Donc nous voilà, c'est 2 petits exemples parmi plein d'autres puisque je pourrais en parler des heures. On a une approche d'enseignement qui est sur le Montessori, le learning by doing. Moi, j'aimais pas l'école, je m'embêtais horriblement à l'école. Quand on arrive sur Rocket School, dès l'après-midi, on va sur le terrain. Quand on est chez Gustave, dès l'après-midi, ils vont couper des tuyaux. Alors, j'y comprends pas grand-chose à la plomberie, hein, j'avoue. Mais direct, ils sont dans la manipulation. On veut pas, genre, ok, j'arrive à l'école, je m'assois, j'attends, je m'embête. L'école de demain, il y a des tonnes de trucs à faire. C'est génial, l'éducation. Il y a des tonnes de trucs à faire. C'est complètement old school, c'est complètement vieillissant. Heureusement, il y a plein de gens, il y a plein de profs géniaux qui un peu partout changent les choses, mais c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire, quoi. Et puis c'est le monde de demain. Tu m'as volé la dernière question qui était de dire est-ce que avec ton aversion initiale pour l'école, t'aurais apprécié d'aller à Rocket School? Du coup, j'imagine que oui. Moi, en fait, ce que j'avais adoré, je m'ennuyais horriblement à l'école en fait, du coup et j'avais un problème, c'est qu'en fait quand j'étais stressé, je souriais et je me rappelais les profs venaient Cyril, qu'est-ce qui va pas, et puis je souriais parce que ça me stressait, du coup ils croyaient que c'était insolent, donc c'était encore pire. Et donc du coup, j'ai fait 5 collèges et lycées, donc vraiment compliqué pour mes parents. Merci de m'avoir supporté. Et j'avais fait de la menuiserie à cette époque et j'avais créé des choses, j'ai trouvé ça génial. Et quand j'ai fait EPITA, donc l'école d'ingénieur que j'ai suivie, j'ai adoré en fait l'informatique. L'informatique en soi, je trouve pas ça intéressant. Mais pour moi, l'informatique, c'est le pinceau du peintre. Et le fait de pouvoir créer grâce à cet outil, j'ai trouvé ça génialissime. Coder pour coder, c'est pas du tout mon truc, mais d'être capable de créer grâce à ça, j'ai trouvé ça génial. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Rocket. Sur le bootcamp pour les commerciaux, ils bossent pour des vraies boîtes et ils prennent des vrais rendez-vous. Alors, ils le font mal, ils se prennent des portes, ils sont en souffrance. Et d'ailleurs, on a une approche pédagogique, on leur met des trucs très durs et juste après on met un truc sympa. Ils ont théâtre d'improvisation, genre le premier vendredi ou juste après avoir fait du phoning où ils se sont pris du call où ils se sont pris que des murs. On leur met un truc sympa, ils vont faire un escape game, quoi. Genre, ok, là t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, on va te mettre un truc un peu sympa. Et oui, moi, en tout cas, l'école telle que je la crée, quand je crée les programmes, je les crée pour moi, en fait. Je me dis comment est-ce que je pourrais m'éclater tout en apprenant des choses. Ouais, comment faire quelque chose finalement pour les types d'apprentissage qui ne sont pas épanouis dans l'éducation un petit peu plus traditionnelle. On peut pas avoir un modèle qui est adapté à tout le monde, donc l'idée c'est d'avoir des modèles qui sont, enfin plusieurs types de modèles, quoi. Super, merci. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast, et en attendant n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site AuthenticTalent.fr. Suivez-nous sur notre site AuthenticTalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite, au revoir.